Dans la loi Sapin 2, la définition qui est donnée des lanceurs d'alerte, c'est une personne physique qui signale de manière désintéressée et de bonne foi un certain nombre de faits qui peuvent être un crime ou un délit, un manquement, une violation d'un engagement international de la France, une violation de la loi ou d'un acte réglementaire, d'un décret par exemple, ou une atteinte ou une menace pour l'intérêt général. Ça, ce sont les objets qui sont les objets de signalement qui ouvrent droit à protection pour les lanceurs d'alerte, à condition qu'ils respectent par ailleurs des conditions de procédure qu'il faudra, je pense, également préciser. Donc aujourd'hui, le droit français protège les lanceurs d'alerte grâce à la loi Sapin 2 telle que modifiée en 2022. Alors ce qui est intéressant, c'est que la loi Sapin 2, comme je l'ai dit, elle a été promulguée en décembre 2016. Et 2016, c'est une période où on sait qu'il y a aussi des réflexions autour de l'intégrité scientifique, le rapport Corvol. C'est un moment au cours duquel il y a en France un intérêt croissant pour l'intégrité scientifique. Et le point tout à fait remarquable, c'est que les lanceurs d'alerte, la formule, le mot même lanceur d'alerte est assez présent dans les discussions autour de l'intégrité scientifique. Les scientifiques qui signalent des manquements à l'intégrité scientifique, on parle assez souvent d'eux comme de lanceurs d'alerte. Mais dans le travail législatif qui a été fait à l'occasion de l'élaboration de la loi Sapin 2, il n'était absolument pas question de l'intégrité scientifique. Et on peut dire le contraire également, que les travaux sur l'intégrité scientifique n'ont peut-être pas porté une attention aussi grande qu'il aurait été nécessaire au régime juridique en train d'émerger pour la protection des lanceurs d'alerte. On se trouve dans cette situation où coexiste d'une certaine manière une législation qui est celle issue de la loi Sapin 2, protectrice des lanceurs d'alerte, et des dispositions qui ne sont pas toutes législatives, parfois ça passe par des supports comme des chartes par exemple ou d'autres types de documents, mais en tout cas des règles qui sont proposées aux scientifiques pour signaler des manquements à l'intégrité scientifique. Il y a bien sûr la mise en place aussi des référents à l'intégrité scientifique. Donc, deux domaines de réglementation qui ne sont pas pensés ensemble et qui ont pourtant comme point commun d'organiser des signalements, c'est-à-dire des dénonciations, des signalements de certains faits problématiques. Pour répondre à cette question, c'est relativement simple. Il faut reprendre les conditions d'application de la loi Sapin 2. Ces conditions, elles sont de deux ordres, disons substantielles et procédurales. Substantielles, c'est-à-dire qu'il y a des matières protégées par la loi Sapin 2 et des procédures à suivre. Je laisse de côté un troisième aspect qui existe également, qui est important, que je peux juste signaler au passage, qui est que, comme j'ai dit tout à l'heure, les lanceurs d'alerte doivent agir de manière désintéressée et de bonne foi. Donc il y a une condition qu'on pourrait dire subjective qui rentre également en ligne de compte. Donc est-ce que un manquement à l'intégrité scientifique, c'est une matière couverte par la loi Sapin 2 ? Alors on pourrait dire que c'était en tout cas pas l'intention du législateur lors de l'adoption de la loi Sapin 2, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les discussions parlementaires, l'intégrité scientifique est tout à fait extérieure au domaine des préoccupations. Mais à vrai dire, ce qui était des préoccupations du législateur au moment de l'adoption de la loi, ça ne détermine pas véritablement le champ d'application de la loi. Ce qui compte, c'est la lettre, c'est comment la loi est formulée. Or, la loi Sapin 2 vient protéger des personnes qui signalent des manquements à la loi ou au règlement. Or, en parallèle, en 2020, dans la LPR, dans la loi de programmation de la recherche, eh bien, l'intégrité scientifique a fait son entrée dans le corpus législatif comme une exigence s'imposant à la recherche, en particulier à la recherche publique, et un décret d'application du 3 décembre 2021 est venu donner une définition assez large, assez ouverte, mais une définition néanmoins réglementaire dans un décret de l'intégrité scientifique. De sorte que là encore, un mouvement qui n'a sans doute pas été bien maîtrisé ou tout à fait anticipé
De sorte que l'intégrité scientifique est devenue une disposition légale et une disposition réglementaire, et que donc une atteinte à l'intégrité scientifique devient une atteinte à la loi ou au règlement, et donc la condition matérielle d'application de la loi Sapin est, de mon point de vue, bel et bien remplie. Pour que la loi Sapin s'applique, c'est que les lanceurs d'alerte suivent une procédure. Cette procédure, elle a longtemps été en deux étapes, enfin entre 2016 et 2022, cette procédure était en deux étapes. Il fallait d'abord signaler en interne et, faute de réponse ou en cas d'urgence, on pouvait s'adresser à une autorité externe. Ça, c'est quelque chose qui a été remis en cause par la directive qui, justement, donne aux lanceurs d'alerte une alternative entre le canal de signalement interne et le canal de signalement externe. Et la possibilité, par ailleurs, de faire ce qu'on appelle une diffusion publique, c'est-à-dire de ne passer ni par le canal interne ni par le canal externe, mais éventuellement par la presse. Mais ça ne peut pas forcément se faire directement. Alors, canal interne, canal externe. Ça veut dire que pour bénéficier de la protection qu'institue la loi, eh bien, les lanceurs d'alerte doivent soit faire un signalement interne, soit s'adresser à une autorité externe qui est habilitée à recevoir un signalement. Le décret d'application de la loi Wasserman, le décret du 3 octobre 2022, donne une liste des autorités qui sont habilitées à recevoir des signalements externes. Et il n'y a aucune autorité relevant de l'intégrité scientifique parmi les autorités externes. On peut dire qu'en cas de doute, le défenseur des droits constitue une autorité qui peut recevoir, en tout cas qui peut aider les lanceurs d'alerte à déterminer quelle est l'autorité externe qui est compétente pour leur signalement. De manière générale, c'est le thème du signalement qui détermine la compétence de l'autorité externe. Dès lors qu'on est reconnu lanceur d'alerte, on bénéficie de toute une série de protections. C'est difficile de les énumérer toutes, mais disons, pour aller à l'essentiel, que les lanceurs d'alerte sont protégés contre les discriminations, donc les mesures de rétorsion qui leur seraient défavorables sont réputées nulles, enfin, peuvent être annulées si un recours en justice est fait. Par ailleurs, le fait d'agir de manière inconsidéré en justice, notamment au pénal, contre un lanceur d'alerte constitue une action abusive qui est sanctionnée pénalement. Par ailleurs, les lanceurs d'alerte bénéficient d'immunité civile et pénale du fait des conséquences de leur alerte. Si le fait qui a été signalé produit des conséquences défavorables pour la personne qui est visée par le signalement, eh bien, on ne peut pas reprocher aux lanceurs d'alerte ces conséquences défavorables. Donc une palette de protection extrêmement large. Il faut ajouter que la loi protège pénalement la protection de l'identité des lanceurs d'alerte, ainsi d'ailleurs que des personnes mises en cause. Donc pour un scientifique, l'enjeu est assez important. Bien sûr, on peut dire qu'un scientifique qui formule un signalement du fait de l'existence d'un manquement à l'intégrité scientifique, auprès du référent à l'intégrité scientifique, peut recevoir une certaine protection. Mais il est clair que cette protection est très loin d'être aussi ample et aussi précisément organisée que dans la législation relative aux lanceurs d'alerte. De sorte que, du point de vue des mesures de rétorsion auxquelles s'expose l'auteur de signalement, il est clair, à mon avis, que la protection du régime légal des lanceurs d'alerte est nettement plus favorable aux scientifiques. Une protection qui par ailleurs s'étend à des personnes qui ne sont pas nécessairement le lanceur d'alerte lui-même, mais des proches éventuellement, des personnes qui lui sont liées économiquement, des personnes qui peuvent être des salariés, qui peuvent être des membres des organes de direction d'une société à laquelle appartient ou dans laquelle travaille le lanceur d'alerte. Donc le champ d'application personnel, les personnes protégées, dans la législation des lanceurs d'alerte, elle dépasse l'auteur de l'alerte lui-même pour inclure toute une autre série de personnes, y compris ceux que la loi Sapin 2 et après la directive appellent les facilitateurs, c'est-à-dire des personnes physiques ou morales à but non lucratif qui aident le lanceur d'alerte à formuler son alerte. Donc une protection plus importante et une protection qui s'applique à une palette de personnes extrêmement importante.
La qualité de lanceur d'alerte a toujours été une qualité qui est mobilisée de manière stratégique, en se demandant ce que l'on peut obtenir comme bénéfice en se prévalant de cette qualité, qui est toujours une qualité de superposition. C'est-à-dire qu'on est lanceur d'alerte en plus d'autres choses, en plus de journalistes, en plus de salariés, en plus de scientifiques, en plus de fonctionnaires, etc., etc. Et donc la question, elle n'est pas de savoir est-ce que je suis lanceur d'alerte, c'est est-ce que j'ai plus intérêt à me prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte que d'une autre qualité. Et donc à ce moment-là, tout va dépendre du caractère plus ou moins protecteur de chacune de ces qualités, dont je peux obtenir le bénéfice. Et il n'y a pas de réponse générale à cette question, puisque tout dépend des situations dans lesquelles je me trouve. Et une même personne peut d'ailleurs parfois tout à fait se situer comme lanceur d'alerte, et dans d'autres cas, ne pas se prévaloir de cette qualité. Donc c'est l'occasion de rappeler que ces dispositifs juridiques, ils sont là à disposition d'acteurs qui les mobilisent pour des fins. Et donc il est très difficile et probablement illusoire de penser que les acteurs, les individus vont s'ordonner selon un mode d'emploi qu'on va leur fournir. Si leur meilleur intérêt est de se prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte, je pense qu'il sera difficile de les empêcher de le faire. Le risque est donc qu'effectivement, il y ait une attraction des signalements du côté des référents lanceurs d'alerte au détriment des référents à l'intégrité scientifique. Les scientifiques peuvent choisir finalement de s'adresser à l'un ou à l'autre et peut-être pas à celui que l'institution souhaitait. Donc c'est une nécessité pour les établissements de s'interroger sur la façon d'articuler les dispositifs de réception des signalements. Quand un lanceur d'alerte adresse un signalement, il doit recevoir dans les 7 jours un accusé de réception. Dans les 3 mois, il doit recevoir des indications sur les suites qui ont été données au signalement. Le signalement n'est pas nécessairement déjà traité entièrement, mais une certaine réponse doit y avoir été apportée. Et donc, voilà des éléments de clarification procédurale qui, si on les compare à ce qui se pratique ou ce qui est imposé aux référents à l'intégrité scientifique, qui doivent traiter la plupart du temps dans un délai raisonnable les signalements qui leur sont adressés, là on a une précision d'un délai, un délai court. Et l'un des enjeux évidemment qu'il faut avoir bien en tête, c'est que plus la procédure de traitement des signalements des alertes se précise, plus ça fait peser une charge sur les personnes qui reçoivent ces signalements. Et par conséquent, c'est un peu trivial de le dire, mais dans ce contexte-là très important, ça suppose des moyens importants. Il me semble qu'à l'horizon, il est difficile d'imaginer que coexistent durablement des régimes trop différents entre des alertes couvertes par le droit de la protection des lanceurs d'alerte et des alertes portant sur les manquements à l'intégrité scientifique qui n'auraient pas nécessairement les mêmes protections associées ni le même cadre de traitement procédural. Il me paraît clair que c'est important de préserver le fait que les référents à l'intégrité scientifique évaluent en connaissance du fonctionnement des communautés les manquements allégués. Tous les manquements à l'intégrité scientifique ne conduisent pas à des sanctions ou ne sont pas établis. Donc il y a une procédure d'investigation qui doit être menée et cette investigation, il me semble important qu'elle soit la plus attentive possible aux pratiques des communautés, pratiques qui peuvent être assez variables d'ailleurs sur certains aspects, pas sur tous, mais sur certains aspects sans aucun doute. Donc oui, je crois que les communautés scientifiques ont à gagner à ce que les manquements à l'intégrité scientifique soient bien instruits par des référents à l'intégrité scientifique ou par des équipes constituées autour des référents à l'intégrité scientifique plus exactement. Du côté de la littérature sur les lanceurs d'alerte, il y a énormément de travaux sur les raisons pour lesquelles on vient lancer une alerte, pour lesquelles on signale un manquement à la loi. On lance une alerte. Du côté de l'intégrité scientifique, là où il existe des travaux, c'est plutôt sur les causes des manquements à l'intégrité scientifique. Et pas tellement sur pourquoi on signale ou on ne signale pas des manquements à l'intégrité scientifique. Donc là, c'est un des domaines où, à nouveau, il y a une sorte de décalage entre ces deux littératures qui ne se parlent pas.
celle relative aux lanceurs d'alerte et celle relative à l'intégrité scientifique. Du côté des lanceurs d'alerte, on se demande pourquoi est-ce que les gens lancent l'alerte et pas tellement pourquoi ils commettent des manquements. Du côté de l'intégrité scientifique, on se demande beaucoup plus pourquoi les gens commettent-ils des fraudes que pourquoi d'autres scientifiques viennent les signaler ou pas. Donc, au bout du compte, il est assez difficile de savoir, ayant quasi pas de littérature portant sur les déterminants des signalements, ce qui est à l'origine des signalements, c'est assez difficile de savoir si ces dispositifs sont plus ou moins favorables à l'intégrité scientifique ou pas.